Bonjour et bienvenue dans les matins du Sénat. Depuis le 1er février, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. L'heure est désormais aux négociations autour d'un accord sur les futures relations entre Londres et Bruxelles. Ces négociations doivent durer jusqu'au 31 décembre. Elles seront entre autres conduites par Amélie de Montchalin. La secrétaire d'État chargée des affaires européennes était auditionnée par le Sénat à ce sujet. On regarde l'audition, on en parle juste après. Merci Madame la Ministre d'avoir accepté de venir à une heure qui n'est pas très facile pour les uns et les autres, mais vous voyez par la qualité et la quantité de sénatrices et de sénateurs qui ont souhaité venir vous entendre que le sujet dont nous allons débattre nous intéresse évidemment. Alors Madame la Ministre, le compte à rebours a commencé et nous avons compris, y compris à la faveur de déclarations récentes de la partie britannique, que les choses vont être compliquées et difficiles. La négociation avec les Britanniques va être ardue parce que, en quelques semaines, les choses ont malgré tout légèrement changé. Les Britanniques sont désormais unis. Les Britanniques sont unis, même si les divisions en Irlande et en Écosse restent évidemment préoccupantes. Mais la détermination du Premier ministre Johnson est maintenant claire. Il refuse tout alignement avec l'Union européenne. Alors on peut imaginer bien sûr que c'est une position de départ, une position offensive, alors que débute la négociation, c'est sans doute le cas, mais ne nous y trompons pas. Le peuple britannique a voulu le Brexit et le Premier ministre Johnson va le mettre en place, notamment pour mettre fin à la libre circulation telle qu'on la connaissait avec la Grande-Bretagne, telle qu'on la connaît encore, mais telle qu'on l'a vécue dans le cadre européen. Et donc, les présidents de vos deux commissions, mon collègue et excellent ami Jean Bizet et moi-même, ont souhaité déposer lundi dernier une proposition de résolution européenne en application de notre règlement, afin que notre Assemblée, dans cette affaire compliquée et difficile, puisse faire entendre sa voix. Et je voudrais, et Jean le complétera, souligner quelques points en particulier qui, sous l'angle de la Commission des Affaires étrangères et singulièrement de la Défense, nous soucient. Tout d'abord, le Premier ministre britannique a indiqué vouloir une série limitée d'accords. On se souvient au départ, on partait sur 120 accords. Maintenant, il semble qu'il y en aura moins. Boris Johnson estime en particulier que la coopération en matière de politique étrangère et de défense ne nécessite ni nouveaux traités ni nouvelles institutions. Ce n'était du reste pas la position de Theresa May. Et donc vous nous direz, Madame la Ministre, quelle est la position du gouvernement sur ce point pour faire en sorte que nous ayons le meilleur cadre pour continuer une coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense qui nous paraît essentielle et incontournable. De la même manière, la France avait proposé un Conseil de sécurité européen qui pouvait bien sûr associer le Royaume-Uni sans porter atteinte à l'autonomie de décision de l'Union européenne. Cette proposition risque d'avoir quelques difficultés. Est-ce qu'elle a véritablement un avenir ? Or, la question se pose. Comment envisager une future coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni dans les domaines politique étrangère et de défense sans la mise en place d'un cadre commun, permanent, d'information, de dialogue, de coopération. Et est-ce que ce point risque de sortir de la négociation globale en laissant la coopération, qui est vraiment de qualité? Nous connaissons la qualité de nos deux armées britanniques et françaises, mais il nous apparaît qu'un cadre serait nécessaire. De la même manière, nous n'avons eu de cesse de dire que nous souhaitions que le Royaume-Uni puisse participer à l'effort capacitaire de défense commune, notamment au travers de la coopération structurée permanente et le Fonds européen de la défense. Mais là encore, peut-être avez-vous quelques précisions. Le Royaume-Uni souhaite-t-il lui-même entrer dans ces deux dispositifs? Pour l'instant, il ne participe toujours pas à la coopération structurée permanente. Et donc, dès lors, chers collègues, au moment même où les choses s'éclairent dans le cadre de la coopération avec l'Allemagne, puisque je serai demain avec un certain nombre d'entre vous au ministère de la Défense pour signer la préfiguration du SCAF avec la ministre allemande de la Défense et le ministre espagnol, mais nous sommes toujours sur ces grandes questions de l'avenir de la défense européenne. Nous savons que le Royaume-Uni joue un rôle essentiel dans l'architecture de sécurité de l'Europe
et notamment dans sa base industrielle et technologique de défense, cette fameuse BITD. Et donc là aussi, comment va-t-on pouvoir inclure nos amis britanniques dans cette construction difficile, lente, mais absolument nécessaire d'une défense européenne telle que le souhaite le président de la République, mais je pense que telle que le souhaitent aussi nombre d'entre nous au-delà de nos sensibilités respectives. Le Conseil européen doit examiner demain le futur cadre financier pluriannuel. Or là, vous le savez, nous en avons fait part, Madame la Ministre, nous sommes très inquiets de la réduction de moitié envisagée par nos très bons amis finlandais pour le budget du Fonds européen de défense. Alors c'est peut-être une position de principe et ce n'est que le début de la négociation. Enfin, cet effort de 13 milliards était tout à fait substantiel et vraiment montrait le sens dans lequel il convient d'aller. Et revenir à 6 milliards, ce serait évidemment une marche arrière qui serait très mal comprise. Et bien évidemment, est-ce que là aussi, l'ambition d'une autonomie stratégique risque évidemment d'être remise en cause? Au titre de notre commission, nous appelons bien évidemment le gouvernement à veiller à la bonne application de l'accord de retrait, cette bonne application sous des points aussi importants que par exemple le droit des citoyens. 4,5 millions de personnes sont concernées, je le rappelle. L'accord de retrait leur fournit certes un certain nombre de garanties, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes pour les citoyens qui sont actuellement établis et plus encore pour ceux qui souhaiteraient s'établir de chaque côté de la frontière, puisque c'est ça dont il faut parler, après le 1er janvier 2021. Or, cette question des citoyens est supposée réglée et ne fait pas partie de la négociation future. Quels seront donc les pouvoirs de la Commission pour faire respecter l'accord de retrait sur ce point et maintenir la vigilance nécessaire ? Concernant le fameux protocole sur l'Irlande du Nord, qui nous a tous les uns et les autres occupés beaucoup l'an dernier et qui doit préserver la paix et la stabilité en Irlande, ce point est également supposé réglé par l'accord de retrait aussi du reste, mais celui-ci implique la mise en place effective d'un dispositif frontalier en mer d'Irlande. Là encore, il va falloir rester très vigilant et vous nous direz, Madame la Ministre, si le Royaume-Uni et l'Union européenne ont commencé à préparer la mise en œuvre de dispositions de l'accord de retrait sur ce point. Enfin, et j'en terminerai par là, dans l'éventualité d'un non-accord, qui malgré tout reste aussi toujours possible au 31 décembre de cette année, ou d'un accord à minima, quelles sont les mesures que le gouvernement français et que l'Union européenne envisagent ? Car, bien sûr, l'an dernier, dans l'urgence, un certain nombre de mesures ont été prises dans l'éventualité d'un hard Brexit. Est-ce qu'elles sont suffisantes et est-ce que nos entreprises sont aidées pour se préparer suffisamment tôt et efficacement à une telle éventualité? Voilà quelques soucis qui ont retenu et qui retiennent à la fois l'attention de la commission mixte que j'ai l'honneur de co-présider avec Jean, et aussi au titre de la commission des affaires étrangères et de la défense, des questions qui nous interpellent et pour lesquelles vos réponses seront les bienvenues, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher Christian. Madame la Ministre, permettez-moi, avant de m'adresser directement à vous, de remercier le Président Larcher, compte tenu du fait que maintenant nous rentrons dans une nouvelle phase, l'accord de relations futures, et Christian Cambon et moi-même avons pris l'initiative de lui demander que, n'ayant pas pu signaler votre présence, parce qu'on était un petit peu dans des, je dirais, périodes de contrainte, on a fait abstraction de la décision de la conférence des présidents, et en application de l'article 6 de l'article 23 bis A, cette réunion a été ouverte à tous les sénateurs. Et je pense qu'on renouvellera l'exercice sur cette partie quand il y aura des points clés, parce que c'est un sujet plus particulier. Nous sommes heureux, Madame la Ministre, de vous accueillir aujourd'hui pour évoquer la nouvelle page qui s'ouvre effectivement dans l'histoire de l'Union européenne, en raison d'un retrait d'un de ses membres, et pas n'importe lequel, la troisième économie de la zone euro. Et ceci est effectif depuis 2 semaines. L'Union européenne a été éprouvée par les 3 années et demie qui viennent de s'écouler, passée à concrétiser la volonté du peuple britannique exprimée dans les urnes en juin 2016. L'accord de retrait finalement conclu en octobre dernier a été le fruit de négociations ardues entre l'Union et le Royaume-Uni qu'au sein même du Royaume-Uni. Une nouvelle négociation tout aussi ardue, je pense peut-être plus encore, s'engage à présent
dans des délais encore plus contraints, puisqu'elle doit se conclure d'ici la fin de l'année, sauf prolongation à demander avant la fin juin, mais le Premier ministre britannique, M. Johnson, s'y refuse déjà. Sur ce point-là, même s'il change de temps en temps d'avis, je ne pense qu'il n'en changera pas. Il s'agit de rebâtir une nouvelle relation euro-britannique dans toutes ses dimensions. Nos économies sont étroitement imbriquées, l'Union étant le premier fournisseur et client du Royaume-Uni, et la géographie nous gardera très proches et nos liens historiques sont profonds. 2 chiffres, vu, si je puis dire, des 27 capitales de l'Union européenne, les flux en direction de Londres sont à hauteur de 47%. Et vu, je dirais, 9%, pardon, 9%. Et dans l'autre sens, ils sont de 47%. Donc, si vous voulez, c'est quand même extrêmement clair. Souvenez-vous de ces 2 chiffres, 47% dans un sens, 9% dans l'autre en matière de flux économiques. Établir un nouveau partenariat entre l'Union européenne et le Royaume-Uni est donc impératif, mais aussi compliqué. De nombreux sujets sont sur la table, ou plutôt l'étape de négociation. Nous nous félicitons que la proposition de mandat de négociation soit globale et couvre l'ensemble de ces sujets, car nous avons sur les uns des intérêts offensifs et sur les autres des intérêts défensifs. Et seul un accord couvrant le tout pourra être équilibré. J'avoue qu'on est dans l'architecture de ce qui se passe au niveau de l'organisation, comment dirais-je, de l'organe de l'OMC. Rien n'est négocié, tout pendant que tout n'est pas négocié. Et il apparaît qu'il y a 2 sujets, si vous voulez, qui vont nous occuper, essentiellement la pêche et les services financiers. De ce point de vue, nous nous interrogeons sur un élément de calendrier. Dans sa proposition de mandat de négociation, la Commission propose que les dispositions en matière de pêche soient établies d'ici le 1er janvier 2020, afin de pouvoir juillet 2020, afin de pouvoir déterminer à temps les possibilités de pêche en 2021. Or, justement, en matière de pêche, nous sommes particulièrement inquiets, car nous avons absolument besoin de conserver un accès aux eaux britanniques pour nos pêcheurs, qui font la moitié de leur prise. Ça varie en fonction des régions, ça va de 30 à 45%. Mais d'un autre côté, les prises de poissons britanniques ont besoin de l'Union à hauteur de 75% pour pouvoir s'écouler. Cette disjonction de calendrier entre la pêche et le reste de la négociation me semble dangereuse. N'avons-nous pas intérêt à garder dans la même corbeille de négociation la pêche, sujet où nous avons surtout des intérêts défensifs, et le reste des sujets où nous avons des intérêts offensifs susceptibles de venir en compensation. Je pense au ciel européen, en l'occurrence. Bref, ne risque-t-on pas un mauvais accord sur la pêche s'il est conclu isolément du reste? Deuxième sujet de préoccupation, quelle forme juridique prendra l'accord commercial qui sera conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni? S'agira-t-il d'un accord mixte? Cela impliquerait une ratification par chaque État membre. Si l'on tient compte du temps que requiert la ratification de l'accord, non seulement par le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais aussi par les États membres, cela impliquerait de conclure la négociation plusieurs semaines ou mois avant le 31 décembre 2020. Donc cela écourte encore la phase utile de négociation. Et si c'est un accord mixte, est-ce que la jurisprudence Singapour s'appliquera, si je puis dire? C'est-à-dire la partie de la mixité sera extrêmement ténue. En l'occurrence, au niveau des parlements nationaux, il ne nous resterait pas grand-chose, je dirais, à débattre. Troisième motif d'inquiétude, nous entrons dans une phase plus délicate où chaque État membre n'a pas les mêmes intérêts à défendre dans cette négociation avec le Royaume-Uni. L'unité qui a prévalu entre les États membres durant la négociation de l'accord de retrait risque d'être fragilisée. Quel est votre pronostic à cet égard? Il faut reconnaître que ça a été une petite surprise, mais une grande satisfaction de voir que pendant les 3 années
de négociation sous l'autorité de Michel Barnier. L'unité de 27 n'a fait défaut à aucun moment, et je le dis souvent, nous avons pris collectivement conscience que nous étions copropriétaires du premier marché économique mondial, ce qui n'était pas apparu aussi, je dirais, nettement depuis plus de 50 ans. Donc, souhaitons que cette unité à 27 perdure. Enfin, puisque nous sommes à la veille du Conseil européen extraordinaire sur le cadre financier pluriannuel, je ne peux manquer de vous interroger sur la place, la nature du compromis que Charles Michel entrevoit à ce sujet sur ce qu'il adviendra des priorités du Sénat en la matière, qu'il a souligné au gouvernement dans une récente résolution européenne. Ce n'a pas été la seule, nous avons eu plusieurs résolutions sur ce point, et qui, sur la partie, entre guillemets, agricole, est restée lettre morte. Nous en avons fait 3, et nous n'avons jamais eu de réponse sur ce sujet. On voit se dessiner, se cristalliser, je dirais, l'architecture financière du cadre financier pluriannuel, et il y a plutôt des motifs d'inquiétude. Merci, Madame la Ministre, pour vos réponses. Voilà, Madame la Ministre, voilà un certain nombre de questions. Nous avons ici beaucoup de sénateurs, les sénateurs des Français de l'étranger qui sont directement interpellés, ceux des régions Hauts-de-France, Normandie, puis bien sûr d'autres régions. Nous écoutons vos réponses selon le cadre habituel, un exposé d'une quinzaine, vingtaine de minutes, et puis après il y aura un échange avec la salle. Merci, Madame la Ministre. Merci, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices. Effectivement, l'heure est un peu inhabituelle, mais nous sommes au cœur d'une semaine européenne très intense, puisque s'ouvrira demain un Conseil européen extraordinaire sur le budget. Je vous le dis de manière préliminaire, puisque vous m'avez interrogé sur le sujet. Nous portons 4 grands types de priorités. La première, c'est l'agriculture. Il nous faut absolument sécuriser les moyens de la PAC. Nous ne pouvons pas demander aux agriculteurs de faire plus avec moins d'argent. Et donc nous cherchons toujours à maintenir, non seulement au niveau français, mais également au niveau européen, l'enveloppe dédiée à la PAC en euros courants pour que, entre 2014 et 2020 à 27 et 2021 et 2027 à 27, nous ayons à minima les mêmes moyens. Donc ça, c'est la première de nos priorités. La deuxième, c'est sur la cohésion. Nous cherchons à préserver les régions en transition, qui sont toutes les régions de métropole, sauf Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, comme vous le savez, pour leur donner des moyens d'investissement, notamment au service des élus locaux que vous connaissez tous très bien. Et ce qu'on appelle en jargon bruxellois les régions ultra-périphériques, qui sont nos outre-mer, une partie des outre-mer, parce que vous savez qu'il y a 2 catégories, mais en tout cas pour les régions ultra-périphériques et pour les PTOM, comme on dit, à ce stade, nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. C'est pour tous les Français que l'Europe travaille, c'est aussi pour tous les Français, quelle que soit leur localisation géographique. Troisième type de priorité, c'est tout ce qu'on appelle les priorités thématiques, que ce soit les priorités autour de la défense, de l'espace, également autour d'Erasmus, un certain nombre de programmes qui sont extrêmement importants à notre crédibilité, à notre souveraineté, à l'avancement de projets que nous portons, vous le savez, grâce à vous d'ailleurs souvent, avec beaucoup d'ambition. Et quatrième bloc, c'est ce qu'on appelle les ressources propres. C'est que nous pensons qu'il n'y a pas d'accord possible entre ceux qui s'appellent eux-mêmes les frugaux et ceux qui, de l'autre côté, attendent beaucoup plus de l'Europe, si nous n'avons pas des ressources propres, parce que nous ne voulons pas augmenter les impôts qui pèsent sur les Français, sur les contribuables qui payent déjà des impôts. Maintenant, nous voyons qu'il y a énormément d'acteurs qui bénéficient du marché intérieur, qui n'y contribuent pas. Je pense aux GAFA, je pense à un certain nombre d'acteurs financiers, des importateurs de plastique, par exemple, qui ne le recyclent pas, ou encore des entreprises qui contribuent fortement à la pollution. C'est pour ça qu'on cherche à voir si, avec le marché ETS, qui est ce marché des permis CO2 en Europe, on a possibilité de trouver des ressources. Donc je crois que c'est assez convergent avec les priorités d'ailleurs du Sénat et des résolutions que vous avez pu faire. Nous allons avec le Président dans ces débats de manière assez offensive. Et je vous le dis devant vous, nous n'accepterons pas un accord qui mettrait l'Europe au rabais. Parce qu'il y a le sujet des rabais. Hein, nous ne sommes pas prêts, nous, contributeurs nets, à mettre de l'argent sur la table pour indéfiniment donner de l'argent à nos voisins. Ça nous semble être extrêmement politiquement désormais. On ne peut pas être juste dans un système où on se fait des chèques les uns les autres, comme disait Mme Thatcher. Et nous ne voulons pas non plus d'une Europe au rabais qui, sous prétexte que nous avons effectivement un membre de moins, nous serions moins ambitieux, moins capables en fait de répondre aux demandes des citoyens. Donc voilà l'esprit qui est le nôtre. Cette semaine est également bien sûr chargée par le Brexit. Michel Barnier était à Matignon lundi matin pour une réunion de ministres autour du Premier ministre où une grande majorité du gouvernement était de fait présent. Et je crois que votre présence ici nombreuse montre bien que c'est un sujet transverse qui a une
un peu plus de poids géographique dans certaines régions que d'autres, mais qui est aussi un sujet qui concerne presque l'intégralité de nos politiques, puisque c'est l'intégralité, au fond, aussi du mécanisme européen qui est impacté. Alors, pour détailler les choses plus précisément, oui, le Brexit est une réalité, puisque le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne le 31 janvier de manière politique. Il n'y a plus de commissaires britanniques, il n'y a plus de députés européens britanniques, il n'y a plus de ministres britanniques dans les réunions à Bruxelles. C'est un choix souverain, un choix démocratique. Nous l'avons souvent dit, nous respectons ce choix. Et l'important était pour nous les conditions de retrait, parce qu'après plus de 3 ans de négociations, vous savez que notre objectif était que nous ayons un bon accord pour que les choses se fassent de manière ordonnée. C'est le cas. Cela a notamment permis, et c'était une priorité du gouvernement, largement d'ailleurs discutée avec vous depuis maintenant quelques mois, de protéger en particulier les droits des citoyens. Préserver les conditions de séjour et de travail à la fois des citoyens français résidant au Royaume-Uni pour qu'ils puissent continuer à vivre, à travailler, à étudier, dans les mêmes conditions que celles qui existent aujourd'hui, et réciproquement permettre aux citoyens britanniques sur le territoire français de garder les mêmes droits. Il y a quelques conséquences que vous connaissez, notamment sur les élections. Les citoyens britanniques ne peuvent plus se présenter aux élections municipales, ils ne peuvent plus non plus voter, puisque c'est un droit qui était réservé aux citoyens de l'Union européenne. Nous serons, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, extrêmement vigilants sur la mise en œuvre, en particulier, des dispositions prévues dans l'accord de retrait sur les droits des citoyens et notamment la mise en œuvre de l'autorité de surveillance indépendante pour les droits des citoyens que le Royaume-Uni doit mettre en place au titre de l'accord de retrait. C'est un de nos points de vigilance. Pour le dire clairement, nous entrons dans une nouvelle négociation, mais si les engagements pris dans la négociation qui vient de se terminer ne sont pas tenus, eh bien, vous imaginez bien que le cadre de confiance générale va être impacté. Et donc les engagements pris doivent être tenus et strictement tenus. Outre ce volet, l'accord de retrait garantit par le règlement financier que le Royaume-Uni honore ses engagements contractés. Pour le dire simplement, tout ce qui a été décidé à 28 sera bien payé à 28. Et donc, il y a un certain nombre de versements qui continueront d'avoir lieu dans les années qui viennent. Le coût de la sortie, d'une certaine manière, est donc bien à la charge du Royaume-Uni. Cet accord protège aussi nos entreprises, puisque nous sommes entrés dans cette fameuse période de transition où le droit européen continue de s'appliquer pleinement au Royaume-Uni, au moins jusqu'au 31 décembre 2020. Et ça assure une forme de prévisibilité. Je crois que c'était extrêmement important d'avoir bataillé pour que les choses se fassent ainsi. Maintenant, nous devons donc négocier les termes de la relation future. Pendant cette période de transition, nous voyons que les choses ne changent pas. Nous avons donc un petit sas, j'allais dire, un moment tampon, qui nous permettent de négocier dans un cadre, si je peux dire ainsi, apaisé. Mais nous voyons que la période, le délai de négociation a été fixé par Boris Johnson lui-même à 11 mois. Et j'y reviendrai, ce calendrier ne doit pas nous détourner de l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir un accord qui soit un accord équilibré, ambitieux, conforme aux intérêts de l'Union, parce que, je vais y revenir, nous ne pouvons pas demander aux acteurs économiques, aux entreprises, aux pêcheurs, aux agriculteurs de l'Union européenne et en particulier de la France, de se retrouver face à une concurrence déloyale ou nouvelle, sous prétexte que nous ne sommes pas capables de les protéger par un accord qui serait celui qui est nécessaire pour garder l'équilibre et la loyauté que nous avons vu pendant 47 ans se déployer de part et d'autre de la Manche. Atteindre un tel accord n'est pas chose aisée. Les sujets sont complexes, ils sont nombreux, nous sommes également nombreux autour de la table, et donc nous devons éviter un certain nombre d'écueils que j'aimerais vous présenter. Le premier écueil à nos yeux serait de revenir sur nos principes et nos ambitions parce que nous y serions incités, si je peux dire ainsi, par les déclarations, les positions de Boris Johnson, qui déclare depuis maintenant quelques semaines qu'il ne voit aucune raison de se contraindre par un accord avec l'Union européenne et qui refuse en particulier le concept même de conditions de concurrence équitable ou en bel anglais de level playing field. Je tiens à le dire ici très solennellement, ces mots, cette intention, cette ambition, ne sont pas une invention des Européens qui se serait produite au début de l'année 2020. Ces mots, cette intention, sont au cœur de la déclaration politique qui a accompagné l'accord de retrait, laquelle déclaration politique a été approuvée par le Conseil européen, par le Parlement européen, par le gouvernement britannique et par le Parlement britannique. Donc, ceux qui vous expliquent aujourd'hui que tout cela serait
voyez, le diktat européen qui se poursuivrait, oublie que nous travaillons en ce sens parce que c'est ce sur quoi nous nous étions mis d'accord dans l'accord de retrait et cette déclaration politique qui l'accompagnait. Je crois que l'Union ne doit pas craindre d'affirmer ses ambitions et ses principes, ni de rappeler que les droits qui pourront être accordés n'iront pas sans obligation. Le degré d'ouverture commerciale dépend de notre capacité à faire converger nos règles. C'est un principe assez simple. Plus on s'ouvre, eh bien plus on se met en capacité d'être dans une relation équilibrée et loyale. C'est aussi la protection du projet européen qui est en jeu. Il sera extrêmement difficile de prendre des accords entre nous à 27 si nous savons d'ores et déjà que nous avons un concurrent, comme le dit Angela Merkel, à nos portes, qui ne s'appliquera pas ces mêmes règles. Je peux penser à des exemples dans le domaine environnemental. Le Green Deal européen est un mécanisme qui va nous obliger à faire des choses différemment, qui coûtera, parce qu'il demandera des investissements, et nous ne pouvons pas tolérer que nous soyons sur les mêmes marchés, sur les mêmes biens, eh bien, récepteurs de produits qui ne respectera pas ces nouvelles règles que nous nous imposons à nous-mêmes pour de bonnes raisons. On voit bien là que c'est l'autonomie de décision de l'Union européenne qui est potentiellement en jeu. Le deuxième écueil serait de céder à la pression du temps, en intériorisant les contraintes de calendrier politique, qui sont celles du gouvernement britannique, pour des raisons intérieures. Et c'est pour ça que nous devons veiller, et je pense que nous y travaillerons ensemble, à ce qu'à chaque étape, le fond prime sur le calendrier. Comme je dis souvent, nous ne signerons pas le 31 décembre 2020 à 23h un mauvais accord sous prétexte de signer. Et un tel accord nous emmène pour 20 ou 30 ans, pour plusieurs décennies. Si nous signons à contre-cœur et que nous le regrettons pendant 20 ou 30 ans, il y a là un sujet, je pense, de cohérence politique à éviter. Troisième écueil, c'est de penser que la situation après le retrait peut être comme avant. Le statut d'État tiers a des conséquences, emporte des conséquences. Et c'est un fait. Il ne peut pas être aussi avantageux que l'appartenance à l'Union. Et nous devons donc continuer à sensibiliser nos entreprises, nos citoyens, tous nos partenaires à cette nouvelle réalité. Il n'y aura pas de statu quo. Je tiens aussi à le dire. Il n'y a plus de politique de cohésion au Royaume-Uni. Il n'y a plus de politique agricole commune au Royaume-Uni. Il n'y a plus un certain nombre de cadres d'échange, je pense à Europol, à un certain nombre d'Eurojust. Les mécanismes en tant que tels ne fonctionnent plus pareil. Et le Royaume-Uni est devenu soit un pays qui est sorti des mécanismes, soit qui peut les rejoindre à nouveau en tant que pays tiers, État tiers, je vais y revenir, mais qui ne donnent pas les mêmes droits, qui ne donnent pas les mêmes facilités. Et puis, pour finir, pour s'assurer de cette cohérence et de la préservation de nos intérêts, effectivement, l'écueil qu'il faut éviter, c'est que nous nous divisions entre nous 27 dans les priorités, dans notre message. La plus grande de nos forces au cours des quasiment 3 ans et demi passés a été notre capacité, derrière Michel Barnier, à tenir un front commun. Alors, pour clarifier les choses et avant d'entendre vos questions, comment les choses se passent-elles de manière, en termes de calendrier et d'étapes ? Le 3 février dernier, Michel Barnier a présenté un projet de directive de négociation, un projet de mandat, qui fait l'objet de discussions depuis, pour s'assurer que les principes et les objectifs posés reflètent bien l'intérêt de l'Union. Ce mandat doit être approuvé mardi prochain, lors du Conseil des ministres des Affaires générales où je siège, pour que nous puissions effectivement lancer les négociations avec les Britanniques la première semaine de mars. Vous voyez, les choses vont s'accélérer. Dans la préparation du mandat de l'Union et pour la conduite des négociations, nous avons, et vous les avez rappelés, des points de vigilance absolus pour préserver nos citoyens, nos agriculteurs, nos pêcheurs, nos entreprises. Et nous sommes, avec notre ambassadeur qui prépare bien sûr ce texte de mandat amendé, nous sommes en train de préciser, de renforcer aussi la main du négociateur pour les mois qui viennent. Le partenariat que nous avons à bâtir est effectivement inédit par son étendue, sa configuration, sa profondeur. Et il faut bien comprendre qu'au-delà des sujets thématiques sur lesquels nous devons nous mettre d'accord, il y a un sujet de gouvernance. Il y a un sujet de règlement des différends, des potentielles sanctions, rétorsions, clauses de sauvegarde, puisque le Royaume-Uni ne souhaite pas que cela soit fait par la Cour de justice de l'Union européenne. Si le règlement des différends n'est plus fait par la Cour de justice de l'Union européenne, il faut bien qu'il soit fait par quelqu'un. Et donc ce cadre de gouvernance transversale est un socle institutionnel majeur pour que nous ayons non seulement des engagements, mais la capacité de contrôler la bonne mise en œuvre des engagements pris, et que nous puissions également avoir des mécanismes de sanctions, de rétorsion, si les engagements pris ne sont pas tenus. Il y a un cadre à éviter, c'est celui de la Suisse, pour ceux d'entre vous qui le connaîtraient, parce que les accords avec la Suisse ont été faits de manière progressive,
certains d'entre vous les connaissent régionalement en particulier. Les choses se sont accumulées dans le temps, mais il n'y a jamais eu de cadre de gouvernance à ce stade commun. Et donc, les sanctions, les rétorsions se font sujet par sujet. Mais le cadre de gouvernance que nous voulons créer, c'est que nous puissions, je prends des exemples à titre illustratif, si nous avons des difficultés sur un type de bien, que nous puissions avoir une rétorsion sur un autre volet de la politique, que nous puissions créer de la transversalité et donc de la capacité à vraiment mettre en œuvre les engagements pris. En matière commerciale, nous allons donc nous assurer du maintien de conditions de concurrence équitables. La proximité commerciale dépendra de la convergence réglementaire, je l'ai dit. Zéro dumping, c'est la base, si nous voulons avoir zéro tarif douanier, zéro quota. Si le Royaume-Uni ne veut pas suivre cette ligne de zéro dumping, eh bien, il ne peut pas avoir zéro tarif douanier et zéro quota. Les choses sont assez simples. Il ne faut pas se compliquer outre mesure la compréhension collective. En revanche, je veux vous indiquer quelque chose ici. Quelle que soit la nature de l'accord, quel que soit le degré d'ouverture du marché intérieur, quel qu'il soit, il y aura des contrôles aux frontières. J'insiste sur ce point parce que libre-échange, même maximal, ne veut pas dire absence de contrôle, puisque, je l'ai dit, comme nous n'avons plus de cour de justice de l'Union européenne pour chapeauter l'intégralité de nos décisions et de nos relations, il nous faudra des contrôles. C'est extrêmement important, je pense, pour les sénateurs qui représentent des territoires où il y a des flux matériels. Des contrôles veut donc dire que les douaniers, les services vétérinaires, toutes les infrastructures qui ont été bâties seront utiles. Ensuite, le degré de contrôle, est-ce qu'on contrôle 1 sur 100, est-ce qu'on contrôle 10 sur 100, est-ce qu'on contrôle 100%, ça dépendra de l'accord commercial qu'on trouvera. Mais il y aura des contrôles et je pense que c'est extrêmement important qu'on intègre bien tous cela, parce que sinon on a une vision aussi déformée de la réalité. Notre posture est donc, je l'ai dit, de ne pas laisser la pression du calendrier ou d'un agenda imposé se faire. Nous avons vu Michel Barnier lundi avec le Premier ministre. La position française est ferme, elle est assumée, elle le restera. Pour les secteurs sensibles, en particulier la pêche, que ce soit pour préserver, nous étions ensemble à Port-en-Bessin mardi il y a une semaine, ou 10 jours, ou 15 jours, je ne sais plus, bref, 10 jours. De bonne heure à Port-en-Bessin sur la Criée, avec les pêcheurs normands. On a 3 objectifs sur la pêche. On a d'abord l'accès aux eaux, puisque si 50% du poisson est pêché, il y a des jours où c'est 100% d'un côté, 100% de l'autre. Le poisson, lui, ne sait pas où est la ligne imaginaire. L'accès aux eaux, la gestion de la ressource, donc il faut bien s'assurer que nous accordons les moyens à ce que nos pêcheurs aient durablement accès à la ressource, c'est-à-dire la capacité à gérer les stocks, et nous aimerions avoir la garantie que nous gardons les clés de répartition qui existent aujourd'hui, pour pas qu'on renégocie de manière annuelle, à tout moment, les règles de pêche, non seulement avec les Britanniques, mais aussi entre Européens. Donc là, il y a des choses qui sont extrêmement importantes. Ce que je veux vous dire, c'est que nous avons sur 4 sujets, qui est la gouvernance, j'en ai parlé, l'accord commercial lui-même, le level playing field et la pêche, fixé un principe très fort avec Michel Barnier, c'est que ces 4 sujets sont liés. Certains connaissent potentiellement les clauses guillotines, vous savez, ces mécanismes où on dit si un de ces 4 points ne tient plus, le reste ne tient plus. Je répète, pêche, accord commercial, level playing field, donc conditions de concurrence et gouvernance. Nous ne serons d'accord sur rien dans ce cadre-là si nous ne sommes pas d'accord sur tout. Et donc ça nous met dans une position de force. Et donc je reviens à votre point de calendrier. Cette idée du 1er juillet est une idée d'engagement vis-à-vis de la filière, de lui donner des perspectives qui ne tombent pas, vous voyez, le 5 décembre pour une application au 1er janvier. Mais je le redis ici, il n'y aura pas d'accord de pêche séparé. Il y aura des orientations, il y aura des principes, et nous espérons pouvoir donner ces orientations et ces principes au 1er juillet ou plus tard. Mais nous ne signerons ces orientations et ces principes si nous trouvons un accord d'ici là, ce qui est l'objectif, mais que si nous sommes d'accord sur l'accord commercial, sur les conditions de concurrence et sur la gouvernance. Et donc, en liant ces 4 sujets, je crois qu'on s'est beaucoup renforcé la main sur un sujet majeur. Il y a un point qui n'est pas dans la négociation, qui sont les services financiers. Les Britanniques aimeraient beaucoup que ce soit dans la négociation, puisqu'ils savent que c'est un sujet sur lequel les enjeux sont, à de multiples titres, importants. Les services financiers ne dépendent pas de cette négociation. L'équivalence financière accordée à un pays tiers est une décision unilatérale, qui n'a pas de permanence dans le temps, qui peut être retirée à tout instant, et donc qui ne se négocie pas. Donc c'est à l'Union européenne, de manière autonome, unilatérale, de décider si elle accorde ou non l'équivalence. Je rappelle qu'en Suisse, pour revenir, une partie de l'équivalence a été retirée à un moment donné.
Et c'est une décision, je le répète, unilatérale, ça ne se négocie pas. L'autre point qui n'est pas négociable, ce sont les enjeux de circulation des données personnelles. Là aussi, c'est une provision unilatérale de l'Union européenne en tant que telle, avec une décision autonome. Là aussi, ça ne se négociera pas. Sur les enjeux de sécurité et de défense, nous cherchons effectivement un partenariat étroit avec 2 piliers. Une partie sécurité intérieure, une partie plutôt politique étrangère. Je vous faciliterai l'accès, Monsieur le Président, aux diverses pages qui sont actuellement dans le mandat, sur lequel nous devrions donc avoir un accord, qui vous montre que nous cherchons, alors je vous donne des titres de chapitres, mais donc il y a un chapitre politique étrangère, sécurité, défense, consultation et coopération, coordination en termes de sanctions internationales, opérations et missions, donc déploiement extérieur, capacité de défense et développement d'une industrie de défense, donc c'est notamment l'Agence européenne de défense et les enjeux de développement de satellites ou les projets qui sont conduits dans le cadre de la coopération structurée permanente, les échanges en termes de renseignement, le programme spatial et la coopération en termes de développement. Tout ça, vous voyez, fait l'objet de provisions que je porterai à votre connaissance pour que vous voyez la nature, effectivement, de l'accord que nous cherchons. Mais là aussi, le Royaume-Uni est un État tiers. Certains programmes, certaines actions sont ouvertes des États tiers, d'autres ne le sont pas, et nous ne ferons pas d'exception. Donc, voilà. Pour conclure sur l'enjeu de la mixité de l'accord, nous sommes très attentifs à la portée juridique et symbolique des choix que nous effectuons dans ce cadre. Parce que quand nous faisons une chose un jour, il peut se produire d'autres circonstances où nous aurions créé des précédents. Nous cherchons en particulier à préserver les prérogatives des parlements nationaux, et ceci dès l'ouverture des négociations, donc dès le mois de mars, si nous nous mettons d'accord la semaine prochaine, et quelle que soit l'issue de l'accord. En portant effectivement une attention particulière aux questions de mixité. Nous l'avons rappelé à Michel Barnier, l'importance de continuer à informer, à associer les parlements nationaux. Quant à l'objet lui-même de mixité, nous avons travaillé avec la Commission pour bien mettre en valeur ce qui dépendait des compétences exclusives de l'Union, ce qui dépendait de compétences des États qu'elle pouvait faire porter aux négociateurs européens pour la cohérence de l'accord, et ce qui correspondait à des compétences mixtes. La décision que nous avons prise, c'était de ne pas préjuger de l'accord. Puisque, vous voyez, l'accord peut être très large ou plus réduit. Et préjuger aujourd'hui de savoir s'il sera mixte ou s'il sera de compétences exclusives n'est pas forcément utile à la main du négociateur et n'est pas forcément non plus réaliste sur la nature. C'est un sujet donc, que nous pourrons continuer à suivre très précisément. Et nous avons. Donc il n'est pas tranché. Il n'est pas tranché parce que. Non, ce que nous avons tranché, c'est qu'il n'était pas tranché. C'est que nous avons tranché l'idée que nous. Non, parce qu'on aurait pu trancher que c'était de la compétence exclusive pure. Et d'ores et déjà dire que ça se ferait à l'unanimité du Conseil avec une seule ratification du Parlement européen. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons que nous étudierons la mixité ou non de l'accord en fonction de ce qu'il y aura dedans. Et que donc nous laissons la possibilité d'avoir peut-être une partie ratifiée d'une certaine manière, une partie ratifiée d'une autre, ou l'ensemble ratifié de manière mixte, je pense que ce n'est pas tout à fait la voie qu'on prendra, mais le degré de ce qui passera dans les parlements nationaux dépendra du contenu. Voilà, tous les enjeux régaliens dépendent par définition beaucoup plus des parlements nationaux que les enjeux commerciaux. Mais encore faut-il voir ce qu'il y a dans la partie régalienne. Donc c'est pour ça que nous avons tranché de ne pas trancher maintenant. Nous sommes, enfin pour conclure, prêts à tous les scénarios. Je crois qu'une partie de la crédibilité européenne a été de se préparer à tous les scénarios jusqu'à maintenant. Et le fait que nous préparions notamment à Calais, dans les différents ports normands, bretons, à Boulogne, des infrastructures pour nous préparer à l'absence d'un accord, a rendu crédible le fait que nous nous préparions à tout. Et donc oui, nous allons continuer à avoir des mesures de préparation. Un certain nombre de mesures d'ailleurs, des ordonnances que vous savez qui ont été prises vont devoir être renouvelées, puisque on ne parle plus du même contexte politique. Mais les infrastructures, comme je vous l'ai dit, les mécanismes d'information, la frontière intelligente, les recrutements, que ce soit les douaniers, les gendarmes, nous prolongeons les contrats, nous gardons ces mécanismes en sommeil, qui ne vont pas être déployés tous les matins, mais capables d'être réveillés à tout moment. Et donc pour conclure, je le redis ici, sans animosité et avec beaucoup d'amitié envers le Royaume-Uni, on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. Et donc, je peux vous assurer que nous ne sommes ni en position de demandeur, ni en position de faiblesse.
dans la négociation qui s'ouvre, nous sommes avec des principes, des convictions, des points de fermeté, que je crois que je vous ai exposés en détail, et je serais donc ravie de préciser encore ce qui reste à clarifier pour vous. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre de ces précisions. On va utiliser la procédure habituelle de 3 par commission. De toute façon, on est tenu de lever le camp avant 15 heures. Alors donc, ne vous inquiétez pas, Monsieur Émorine. Alors, Olivier Cadic. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Merci pour vos propos et votre vélocité et pour défendre la position de l'Europe dans cette difficile discussion. Hier, la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, a annoncé que la mise en place d'un système à points pour contrôler l'immigration après le Brexit, avec une volonté affirmée de fermer sa frontière aux locuteurs non anglophones et non qualifiés. Que prévoit de faire la France ou l'Union européenne dans ce domaine? Est-ce qu'il y a un principe de réciprocité qui va être imaginé par rapport à cette décision? Puisque là, on est vraiment sur le futur, la façon dont vont fonctionner nos entreprises qui auraient besoin d'envoyer éventuellement des personnes travailler au Royaume-Uni. Ensuite, il y a une deuxième préoccupation qui concerne le settled status tel qu'il est appliqué aujourd'hui, et cette préoccupation concerne les personnes âgées. On a vu qu'un tiers seulement des inscrits au consulat a fait sa demande de settled status. On est assez préoccupé parce que bien souvent, elles pensent qu'elles ne sont pas concernées. Elles sont là depuis tellement longtemps, elles sont passées ailleurs, elles ne s'estiment plus concernées par ça, elles le découvrent. Or, au-delà du 1er juillet 2021, normalement, elles ne seront plus couvertes si elles n'ont pas fait cette demande de settled status. Et on peut imaginer d'avoir des personnes très âgées qui arrivent à l'hôpital et qui ne sont pas, du coup, protégées du tout. Est-ce qu'il est prévu de discuter de ce point-là pour les personnes âgées? Merci. Merci, Olivier. Richard Young. Merci, Président. C'est une question thématique. Concernant le brevet unitaire, il est prévu qu'il rentre en vigueur dès que l'Allemagne le ratifiera, mais ça n'est pas tellement la question. Le Royaume-Uni, jusqu'à maintenant, a fait partie de l'accord pour la juridiction sur le brevet unitaire, qui sera d'ailleurs installé à Paris, mais la difficulté, c'est que l'instance d'appel, ça sera la Cour de justice de l'Union européenne. Or, Boris Johnson a rappelé encore récemment qu'il ne reconnaissait pas l'autorité de la Cour de justice européenne. Alors, que peut-il se passer? Et est-ce que la France souhaite que le Royaume-Uni quitte l'accord sur le brevet unitaire ou, au contraire, cherche un moyen de le maintenir dans l'accord? Merci, Richard. Jean-François Rapin. Oui, messieurs les présidents, Madame la Ministre. 3 points rapidement. Un point sur l'espace, ayant vu bien sûr la demande de diminution des budgets. Nous avons demain en assemblée plénière une discussion sur ce sujet, mais je réinsiste sur le fait que je pense que cette diminution du budget sur l'espace serait délétère pour notre autonomie et notre indépendance européenne, et que de toute façon, la France, au regard de ses avancées, serait coincée dans ses avancées, et nous aurions un retentissement indéniable sur le budget national, parce que je ne vois pas les programmes spatiaux s'arrêter ou être revus à la baisse. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur la pêche. Vous avez bien exposé votre vision des choses en tant que ministre française, et je l'entends très bien, et je suis tout à fait d'accord avec tous les points que vous avez levés. Simplement, je ne suis pas convaincu qu'il y ait sur le sujet, de la part de nos collègues européens, la même ambition sur le sujet de la pêche. Donc, j'en appelle à votre sagacité et à votre volonté de voir une unité réelle de tous les pays, des 27 en tout cas, sur ce sujet. Sachant que, à mon avis, prévoir le pire, c'est nous préparer au meilleur. Et je voudrais savoir si, effectivement, dans le cadre d'un accord qui serait compliqué ou qui nous verrait une interdiction d'accès aux eaux, vous prévoyez des indemnisations, voire des compensations sur
toute la filière. Je ne pense pas seulement à la pêche, mais sur toute la filière, parce que, vous le savez, connaissant bien les Hauts-de-France, aussi bien Calais que Boulogne peut être impacté, Boulogne en particulier dans le cadre du traitement. Et dernier point, je voudrais vous faire part de ma vision sur l'état d'esprit général. Nous étions hier avec quelques collègues de la Commission des Finances à Bruxelles dans le cadre de l'article 13. Le Sénat français a eu une belle tribune. Et je n'ai pas senti, dans le cadre des diverses discussions, une réelle unité. Une unité sur les sujets que vous avez évoqués de la part des États membres, en tout cas des parlements membres, et aussi, on le sent très bien aujourd'hui, cette divergence qu'il y a à la fois entre le Conseil, la Commission et le Parlement. Et je ne sais pas si c'est de bon augure pour entrer dans une discussion forte avec le Royaume-Uni. Merci Jean-François. Ladislas Poniatowski. Oui, merci Président. Madame la Ministre, vous avez évoqué certains sujets qui ne figurent pas dans le projet de mandat de négociation qui va être confié à Michel Barnier. Il y en a deux essentiels qui ne figurent pas, et moi je suis stupéfait, et je le dirai en tant que rapporteur de la PPR, je suis stupéfait parce que Michel Barnier nous a beaucoup parlé de ces deux sujets. Le premier, ce sont les droits des citoyens. Ça ne fera pas partie de son mandat de négociation, c'est-à-dire ces fameux 4,5 millions de personnes, 3 200 000 Européens qui vont en Angleterre, vivent, travaillent et tout, et le 1,2 million d'Anglais qui sont chez nous. Les Anglais ont pris une mesure importante, qui est la création de ce fameux statut de résident. Nous n'avons rien fait. Il n'y a aucune règle qui est prévue dans les 27 pays pour les Anglais qui sont respectivement dans les nôtres. Ça me surprend beaucoup, et moi j'aurais bien aimé que ça fasse partie du mandat de Michel Barnier. Le second sujet, qu'il a aussi souvent évoqué chez nous, en tout cas chaque fois qu'on l'a auditionné ici, c'est l'Irlande. Alors, comme si c'était un sujet réglé, terminé, plus besoin d'en parler. Non, ce n'est pas terminé, puisque l'Irlande du Nord va avoir un double statut douanier. Un statut douanier, je dirais, anglais, il va dépendre des douanes anglaises pour tous les produits qui vont arriver du monde entier en Irlande du Nord, et puis un statut douanier européen pour tous les produits qui iront en Irlande du Nord, puis ensuite vont transiter et venir chez nous. C'est un truc impossible, en tous les cas c'est un truc à mon avis impossible à résoudre en 10 mois. Enfin, je suis surpris de voir que c'est le second sujet qui ne sera pas confié, ça ne fait pas partie du mandat de Michel Barnier, et je pense que c'est une erreur, ça n'est pas dedans, et je pense que c'est une erreur. Pour terminer, Madame la Ministre, vous avez voulu être ferme en disant « nous nous préparons à tout ». Moi, je considère que nous ne nous préparons pas assez à un échec. Comment voulez-vous qu'en 10 mois, on règle tous les sujets que vous avez évoqués tous les trois? Vous, les deux présidents, vous, Madame la Ministre, moi, je pense que c'est impossible. Il y a cette date butoir, je pensais que ce n'était pas le 1er, mais le 15 juillet. Il y a une date butoir, c'est un cadeau qu'on a offert à Boris Johnson. Si on n'arrive pas à avoir un accord, on peut prolonger la durée de négociation 1 an ou 2 ans. Tu as raison de faire ça, Jean. Il a à l'avance dit « je n'en veux pas, j'aurai tout réglé d'ici la fin du mois de décembre ». Je pense qu'on n'y arrivera pas. Et donc je pense qu'on va à un échec. Et là, je ne suis pas sûr qu'on fasse le nécessaire pour faire front à un échec. Ça veut dire que toutes les mesures qu'on a envisagées, il va falloir les prendre en toute urgence. Ça va être vraiment la course à je ne sais pas quoi à partir du 15 juillet. Merci Ladislas. Robert Del Picchia. Je ne suis pas sûr que M. Johnson ne changera pas d'avis et qu'il prolongera, il sera d'accord pour prolonger. Ce n'est pas la première fois qu'il change d'avis. Madame la Ministre, moi j'ai un autre sujet qui m'inquiète. J'entends dans les milieux financiers et bancaires que les Britanniques ne respectent pas du tout ce que pour lesquels Michel Barnier s'était engagé, c'est le problème de contrôle des financements, des transferts de financement dans les pays et chez les citoyens. Il semblerait que dans les banques britanniques, on fasse déjà des propositions aux clients éventuels et nouveaux qui arrivent, y compris des Français, de placer de l'argent dans des lieux qui ne sont pas dans les normes prévues par mais oui, je crois que c'est là la limite. On dépasse la limite. Et donc, quid du mandat? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que Michel Barnier va être dans une situation où il a lui-même lancé cette réforme avec difficulté, mais il y est arrivé.
Et maintenant, on se rend compte que les Britanniques ne le respectent pas, et donc on peut penser qu'ils vont le respecter de moins en moins. Merci Robert. Yannick Vaugrenard. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous nous avez indiqué que vous aviez comme objectif de faire preuve d'une certaine fermeté. Parallèlement à cela, à cette fermeté indispensable, ne pensez-vous pas qu'il faille être aussi parfois rassurant et que l'Europe n'est pas seulement économique et financière, mais qu'elle est aussi diplomatique? Dans ce cadre-là, ne pensez-vous pas qu'il soit nécessaire qu'il y ait des expressions régulières par rapport à la question de la défense et de la nécessité absolue de continuer à travailler avec les Britanniques sur cette question-là, sur les questions spatiales, sur les questions géopolitiques, par exemple, pour avoir des positions communes avec les Britanniques à l'ONU et notamment au Conseil de sécurité, voire sur le plan de la recherche en général, parallèlement aux négociations et à la nécessaire fermeté. Par ailleurs, est-ce qu'il ne sera pas difficile d'avoir un accord global et d'empêcher de se lézarder cette belle union que nous avons vue des 27 pendant les négociations qui ont précédé le vote du Brexit? Il est certain que la France aura plutôt intérêt à défendre la pêche et les Allemands l'automobile. Et on sait pourquoi. Et donc ceci risque de se lézarder. Le paradoxe, je termine par là, c'est que si les choses se passaient de manière plutôt positive, globalement, je doute que nous arrivions à un accord au 31 décembre. Mais imaginons que les choses se passent de manière positive entre les Britanniques et l'ensemble des pays de l'Union européenne. Le risque ne serait-il pas que d'autres pays de l'Union aient envie, eux aussi, de quitter l'Union européenne? Jean-Yves Lecomte, puis Laurence Harribey. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voudrais d'abord dire que la manière dont on continuera à assurer les droits des citoyens européens aux 4,5 millions de personnes qui sont impactées par le Brexit est essentielle pour l'avenir de la construction européenne et la crédibilité de ce que signifie la citoyenneté européenne. Et de ce point de vue-là, je suis absolument en ligne avec notre collègue Ladisław Poniatowski sur l'absence de mandat de négociation sur ce sujet. On peut avoir constaté que, d'après les chiffres que j'ai, 40% des personnes qui ont demandé le statut permanent en Grande-Bretagne n'ont pas reçu de réponse dans les délais, et donc il y a une réelle inquiétude de ce côté-là. Et ma question sur ce point est la suivante. Est-ce qu'il ne faudrait pas, plutôt que de déléguer aux États membres le fait de donner des droits spécifiques aux ressortissants britanniques qui sont sur leur territoire, est-ce qu'il ne faudrait pas clairement, d'une part, être plus précis sur la volonté non seulement de maintenir des droits pour les ressortissants européens qui sont sur le sol du Royaume-Uni, leurs droits de séjour, mais aussi la portabilité de leurs droits sociaux, retraite, assurance maladie, mais que, en réciproque, les droits des ressortissants du Royaume-Uni sur l'ensemble de l'Union européenne fassent partie des engagements de l'accord de retrait et ne soient pas délégués aux différents États membres, et donc soient complètement partie intégrante de la négociation et soient protégés par le droit de l'Union, pour que finalement, si on demande des choses aux Britanniques, en réciproque, l'Union européenne garantisse aux ressortissants britanniques sur le sol de l'Union européenne le fait que c'est le droit de l'Union qui leur assure leurs droits. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur le fait que depuis le 1er février, il y a un certain nombre de systèmes de transfert d'argent de Grande-Bretagne utilisés par les ressortissants européens vers un certain nombre de pays qui ne fonctionnent plus, dans la mesure où, effectivement, comme ça a été dit, il semblerait que la régulation ne soit plus aussi solide qu'auparavant. Laurence Harribey. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'avais une première question sur le droit des citoyens. Je passe, mais je souscris aux deux collègues qui ont soulevé ce problème-là. La deuxième question concerne la question de la gouvernance. Vous dites que c'est une question qui est liée aux autres et qu'il n'est pas question de ne pas avoir un outil de gouvernance et un outil de règlement des conflits. Mais qu'est-ce que ça veut dire précisément? Et est-ce que ça ne revient pas finalement à donner un statut spécifique au Royaume-Uni au regard des autres et que ça peut donner des idées, comme le disait Yannick Vaugrenard tout à l'heure. Et puis, troisième question, vous avez un propos qui est ferme et volontariste et on peut vous remercier de cette transparence et de cette volonté, mais quid des autres pays
et du risque de lézarde dans l'unité européenne que l'on a eu à peu près dans la première phase de ce retrait. Parce que les enjeux ne sont pas les mêmes selon les pays et qu'à un moment donné, les pays risquent de vouloir s'entendre et aboutir à un accord sur les domaines qui les intéressent plus particulièrement. Je vous remercie. Merci. Didier Marie, puis Benoît Huré. Ensuite, je repasserai le flambeau à Christian. Mais Madame la ministre, si je puis me permettre, compte tenu du temps, s'il y a des questions auxquelles vous ne pourriez pas répondre, on pourrait imaginer que par écrit, on vous les relistera, vous pouvez donner des réponses écrites, parce qu'on va aborder une période où il va falloir être de plus en plus précis, il y aura de plus en plus de questions. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, deux questions. La première porte sur l'orientation voulue par Boris Johnson dans le cadre de ces négociations. L'Union européenne a mis sur la table un projet de mandat ambitieux, généreux, et on constate que les demandes formulées par Monsieur Johnson sont assez éloignées des propositions de mandat qui sont aujourd'hui en discussion. Non seulement il considère que 11 mois suffisent, il considère par ailleurs qu'il n'est pas tenu juridiquement par un alignement réglementaire et qu'il souhaite diverger sur les règles européennes. En filigrane, ne pensez-vous pas qu'il peut viser un non-accord et donc une sortie sèche de l'Union européenne? Et je voudrais avoir votre sentiment sur le positionnement politique de M. Johnson dans ce cas de figure. Deuxième question, c'est sur le pilotage. Les Britanniques refusent aujourd'hui de se soumettre aux arbitrages de la Cour de justice de l'Union européenne dans les relations futures. Envisagez-vous, comme dans d'autres accords commerciaux, la mise en place d'un comité mixte qui serait un organe interne de pilotage de cet accord et donc un organe y compris de sanctions en cas de non-respect de cet accord? Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, merci pour votre volonté affichée au niveau de vos engagements pour l'Union européenne. Vous l'avez rappelé à la veille du Conseil de l'Europe, la grosse pierre d'achoppement qui est le budget de l'Europe, effectivement, il ne faut pas qu'on se rate pour la période qui s'ouvre. Un budget au rabais serait dangereux pour l'avenir de l'Europe. Nous avons eu hier ici un colloque de haut niveau avec des représentants de différentes régions d'Europe, dont M. Alexis Tsipras. Franchement, c'était de très bonne tenue et je ne saurais, mais je ne me permettrai pas, mais je vais quand même le faire, vous conseiller d'en lire les comptes rendus. Et ça permet de mieux comprendre les attentes, les blocages qui sont effectivement réels. Quoi qu'il en soit, sans moyens financiers suffisants et ambitieux, nous n'avancerons pas. Alors, au-delà des contributions, on est en train de mégoter sur les pourcentages de cette contribution de chacun des États. Vous avez insisté sur la nécessité, et je partage tout à fait, d'avoir des ressources propres, parce qu'il faudra qu'on ait plus de politique. Mais je crois qu'il faut cranter aussi dans les esprits le fait que chaque fois qu'on décide de transférer plus de compétences au niveau de l'Union européenne, parce que l'effet masse et la pertinence de les conduire à ce niveau-là, il faut qu'il y ait systématiquement le transfert de ce que chacun des États membres consacré à cette compétence assurée à ce niveau-là désormais. Je prends toujours un exemple parce que je l'ai vécu et ça marche bien. Quand les communes se sont regroupées en intercommunalité, nous avons cranté, en tous les cas dans la communauté de communes où je suis, cette automaticité
de transfert de moyens consacrés aux compétences qu'on exerçait seul et qu'on confiait maintenant à l'entité supérieure. Donc voilà, ça c'est peut-être un aspect qui, puisqu'il n'est pas tout de suite palpable, qui ne serait pas bloquant et qui permettrait d'être un acquis pour la suite. Deux derniers intervenants. Évelyne Renaud-Garabédian. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, l'année dernière, à la suite d'une décision de la Cour de justice européenne, les Français résidant dans l'Union européenne ont bénéficié de l'exonération du paiement de la CSG et de la CRDS sur les revenus fonciers qui étaient encaissés en France. Est-ce que vous savez si cette exonération va être reprise dans les accords avec le Royaume-Uni? Car dans le cas contraire, bien évidemment, nos compatriotes français verraient ça d'un très mauvais œil. Merci, Madame la Ministre. Merci, Evelyne. Enfin, Hélène Conway-Mouret. Merci, messieurs les présidents. Madame la Ministre, nous faisons le constat qu'il est important que nous soyons unis au niveau de l'Union européenne, mais le Royaume, lui, ne l'est pas. Le Royaume n'est plus uni, puisque l'Écosse et l'Irlande du Nord ont majoritairement voté pour rester dans l'Union européenne, et ne pas pour sortir. Or, aujourd'hui, nous avons un Premier ministre anglais qui va négocier pour l'ensemble de ce Royaume. Et moi, je voudrais plaider, et deux de mes collègues l'ont déjà fait, pour que les droits des citoyens soient vraiment pris en compte. Parce que, en faisant cela, à la fois, nous enverrons un message très fort d'une Union européenne qui, elle, reste ouverte et s'intéresse aux gens et peut peut-être ainsi combattre les nationalismes, en tout cas le nationalisme qui est un des courants de ce Brexit, et aussi envoyer un message très fort à nos amis écossais et irlandais du Nord qui, eux, continuent à être tournés vers cette union, ils continuent à croire en nous. Donc voilà, je voudrais plaider pour cela, et je rejoins tout à fait ce que Evelyne vient de dire, puisqu'ayant passé le 31 janvier auprès de nos amis écossais pour partager leur tristesse, mais montrer que nous sommes toujours à leur côté, eh bien, c'est une des questions que les Français vivant en Écosse ont posées, à savoir que, et en effet, ils vont se retrouver dans un pays tiers et donc à nouveau imposés de ce que leur avait été retiré par la décision de la Cour européenne de justice. Merci. Merci. Alors, Madame la Ministre, un quart d'heure. Alors, comme on a 5 heures devant nous, je pense que je vais pouvoir répondre en détail sur chacun des points que vous avez évoqués. Je vais faire de mon mieux, et effectivement, s'il y a des sujets sur lesquels je suis passée trop vite, où vous avez besoin de détails, on a quand même une force de frappe collective pour vous répondre rapidement et précisément, je pense qu'il pourrait être positive. Monsieur le sénateur Cadic, oui, sur l'immigration, présentation hier de ce système à points, avec un certain nombre de critères, l'anglais, une offre d'emploi, un niveau de salaire minimum, bref, un certain nombre de choses qui montrent bien qu'effectivement, l'objectif recherché, annoncé pour le moment, c'est bien de donner place à une immigration légale de travailleurs qualifiés et non plus. Voilà. On a en tête que 70% des Européens aujourd'hui sur le sol britannique, avec le système tel qu'il est présenté, qui n'est pas accepté pour l'instant, mais tel qu'il est présenté, n'auraient pas pu rentrer. Donc c'est un changement effectivement majeur. Nous avons des échanges avec bien sûr le ministre de l'Intérieur, avec l'ensemble des administrations qui depuis hier essaient de comprendre ce que ça veut dire. Je vais le redire ici. Il y a une partie qui tient à la souveraineté nationale, il y a une partie qui est aussi liée au marché intérieur. Les 4 libertés du marché intérieur, elles sont liées. Et donc, on ne peut pas ouvrir totalement une liberté si on n'a pas la réciprocité. Donc, c'est là où je mettrais plutôt ça dans un paquet global. On n'est pas du tout en train aujourd'hui de vous dire comment on va faire évoluer notre système, mais ce genre de choses s'apprécie dans la globalité de la relation que nous pouvons construire. Et donc, nous suivrons particulièrement avec vigilance aussi ce que ça peut vouloir dire pour la frontière britannique gérée sur le sol français, pour Calais, pour d'autres lieux. Tout ça, c'est des points sur lesquels nous allons être extrêmement vigilants, attentifs, et des échanges auront lieu de manière à la fois bilatérale et puis collective sur ce sujet. Un certain nombre de pays européens sont extrêmement... Nous avons peut-être la pêche comme point d'attention majeur. D'autres pays ont
ce système nouveau d'immigration, particulièrement de manière attentive dans leurs discussions nationales. Sur le settle status et les personnes âgées, c'est effectivement un sujet que nous suivons de très près, pour notamment la communauté française, mais plus largement les Européens qui sont au Royaume-Uni. Je crois que le consulat est particulièrement mobilisé, mais il est vrai qu'il faut que nous arrivions à bien faire comprendre à tous les Européens sur le sol britannique que c'est un droit que pour lequel nous avons bataillé, qu'ils puissent rester au Royaume-Uni dans les mêmes conditions s'ils se sont installés avant la fin de la période de transition, donc c'est-à-dire s'ils se sont installés avant le 31 décembre 2020, ou plus longtemps si c'est prolongé. Mais je crois qu'on a aussi là du travail à faire, et ce sera aussi dans le cadre, je crois, de cet organisme de gouvernance sur le sujet des droits des citoyens. La Commission européenne, je crois, y sera représentée. Nous sommes encore à comprendre comment les choses vont s'organiser, mais nous sommes extrêmement vigilants pour que nous assurions sur ce point-là un travail collectif européen qui soit à la hauteur des attentes des citoyens qui sont sur le sol britannique installés et à qui donc on doit assurer réellement la protection de leurs droits. Monsieur le sénateur Young, sur le brevet unitaire, c'est un sujet qui est au cœur du marché unique. Effectivement, il n'est pas encore en vigueur, mais je peux vous dire qu'il est hors mandat et qu'il n'est pas question qu'il y ait de pays tiers. Donc, je pourrais préciser si besoin, mais je pense qu'avec ce que je viens de vous dire, déjà ça clarifie beaucoup de vos questions sur ce point. Il n'est pas prévu que ce régime de brevet unitaire soit ouvert à des pays tiers, et donc il est hors mandat de négociation. Monsieur le sénateur Rapin, sur l'espace et le CFP, effectivement, c'est une de nos priorités. Je crois que Thierry Breton l'a dit, l'a martelé, l'a rappelé. C'est à mes yeux des éléments de souveraineté essentiels. Le Fonds européen de défense, l'espace, la politique de recherche sont au cœur de notre capacité à préparer le futur en tant qu'Européens, au-delà de préparer le futur tout court. Mais il faut aussi qu'on prépare le futur que nous, Européens, désirons. Donc c'est un sujet que nous suivons de très près. Sur la pêche, je tiens à faire une précision. Boris Johnson, dans son discours à Greenwich le 3 février au matin, n'a jamais dit qu'il voulait la fermeture des eaux britanniques. Et c'est un changement de pied important à noter. Pendant des mois et des mois, on nous expliquait que les eaux britanniques seront pour les pêcheurs britanniques. J'ai entendu Boris Johnson dire les eaux britanniques sont sous contrôle britannique et nous chercherons à avoir un accord avec l'Union européenne tous les ans. C'est le point de départ de la négociation. Je vous ai dit, je pense qu'il y a des choses à mettre dans cet accord pour que ce soit un bon accord, un accord qui permette à toute la filière de travailler. Effectivement, il n'y a pas que les gens sur à quai, il y a tout ce que les emplois, les dizaines de milliers d'emplois de la filière dans son ensemble. Je pense qu'il est important, si vous ne l'avez pas fait, de lisez ce discours qui a son charme de poésie, et en tout cas d'affirmation, parfois un peu de... Les mots sont intéressants à connaître, mais sur la pêche spécifiquement, je vous invite vraiment à regarder parce qu'il faut avoir en tête qu'il n'est plus question, à ce stade, de la part des Britanniques, de parler d'une fermeture pure et simple des eaux britanniques. Ensuite, il faut qu'on négocie un bon accord. Je pense que c'est là qu'il y a du travail. Vous évoquiez, un certain nombre d'entre vous, les divisions entre les 27. S'il y a bien un acteur avec lequel je peux vous dire que la France, le Conseil, la Commission n'est pas loin, c'est le Parlement européen. Je vous invite là aussi, si vous suivez le débat en détail, à lire la résolution du Parlement européen sur le mandat du Brexit. Elle est très claire, et les mots que j'ai devant vous sont des mots qui se retrouvent largement dans cette résolution. Donc si vous avez le Parlement européen, si vous avez des États membres qui sont ceux qui sont particulièrement impactés parce que géographiquement plus proches, et qui travaillent bien avec la Commission, on voit bien que l'unité aussi des pays derrière, et votre expérience d'autres parlements nationaux, il y a des pays pour qui la réalité politique interne de ce sujet est quand même bien plus faible que chez nous. Mais dans les échanges politiques au niveau ministériel avec le Parlement, avec la Commission, je pense que le signal de la résolution du Parlement européen est un signal politique majeur, et je vous invite à la lire parce que je pense que vous la trouverez en tout cas, pas rassurante, mais en tout cas intéressante à de nombreux titres. Monsieur Poniatowski, alors, je pense qu'il y a un petit malentendu, ou en tout cas dans ce que vous dites, beaucoup des points que vous évoquez sont réglés. Ils faisaient partie de l'accord de retrait. Cet accord, il est rentré dans le droit international. Il est rentré en vigueur. À partir du moment où il était signé, il était d'application immédiate. En tout cas, d'application au 31 janvier. Donc, sur les droits des citoyens, les choses sont en place. C'est là que je ne comprends pas bien ce que vous dites. En France, un système permettra en ligne, à chaque ou dans les préfectures, mais un système très simple permettra à tous les citoyens britanniques dès le 1er juillet, Christophe Castaner pourra préciser les choses, d'avoir accès à des titres de séjour de 10 ans ou plus, ou des titres de séjour renouvelables. Tout ça a été préparé.
Ça a été préparé, bien sûr, avec les Britanniques, ça a été préparé de notre côté, ça a été préparé en collaboration avec la Commission européenne. Donc les choses ne sont pas aujourd'hui activées, et les Britanniques qui voudraient aujourd'hui un titre, d'ailleurs, n'en ont pas besoin, puisqu'ils sont protégés jusqu'au 31 décembre 2020. Et donc nous sommes en train de mettre en place les procédures, mais je pense qu'il ne faut pas donner l'impression que nous n'aurions rien fait. Au contraire, mais nous avons du temps, les choses sont stabilisées, et vous imaginez bien qu'il n'y a aucune volonté de notre côté de rendre la vie des Britanniques en France plus compliquée. Les choses sont claires. Sur l'Irlande et l'Irlande du Nord, mais la même chose. C'est réglé au sens où nous avons le cadre, et où je peux vous dire que et Michel Barnier et Phil Hogan, j'étais il y a 10 jours à la Commission européenne, tout le monde, et nous, États membres y compris, sommes extrêmement vigilants sur la mise en œuvre de l'accord. Il doit y avoir des contrôles en mer d'Irlande. Parce que tous les produits qui arriveront, qui passeront de la grande île britannique à l'Irlande du Nord et qui passeraient cette mer d'Irlande, doivent être contrôlés au même titre que s'ils entraient dans le marché intérieur. Et nous avons délégué les contrôles européens aux douaniers britanniques, qui doivent le faire selon les engagements qu'ils ont pris, pour nous assurer que tout bien qui arriverait en Irlande du Nord et qui ne serait plus contrôlé, et du coup pourrait arriver très facilement en Irlande et donc automatiquement chez nous et partout en Europe, soit contrôlé selon des procédures. Donc là, il y a un point, comme sur le droit des citoyens, les engagements pris doivent être tenus. Et je peux vous dire, avec derrière le fait que s'ils ne contrôlent pas comme nous le souhaiterions, nous avons là aussi des mesures claires de mise en œuvre sur le terrain ou de rétorsion. Mais je veux dire, on a fini une négociation des engagements. Les engagements pris doivent être tenus, sinon à quoi ça sert de faire une nouvelle négociation? Donc, je vous dis, sur le comité de suivi des droits des citoyens et sur cette question d'Irlande, la priorité n'est plus à négocier. Il n'est plus question de mettre quoi que ce soit dans le mandat. C'est de contrôler la mise en œuvre. Et c'est là où je fais le point avec le sujet de la gouvernance. C'est bien pour cela que dans le cadre de la gouvernance future, nous devons nous armer pour pouvoir, si les engagements futurs sont pris et ne sont pas tenus, avoir rétorsion, sanction, sauvegarde, suspension potentielle. Et donc c'est dans ce même état d'esprit qu'on travaille. Certains d'entre vous ont parlé, voilà, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas d'accord? Là aussi, l'accord de retrait a déjà réglé un certain nombre de points. Il a réglé le sujet des citoyens, il a réglé le sujet de l'Irlande, il a réglé le sujet d'accord financier. Et donc, s'il n'y avait pas d'accord au 31 décembre, nous tomberions dans le régime OMC. Je tiens à vous dire que quand Boris Johnson dit « moi je souhaite un accord à l'australienne », il n'y a pas d'accord commercial entre l'Union et l'Australie aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il nous dit « je suis prêt à aller à un régime OMC ». Mais un régime OMC, ce n'est pas un régime où il y aurait zéro tarif douanier. Ce n'est pas un régime où il y aurait zéro quota. Et donc, nos entreprises, je vous le dis, il faut qu'on leur fasse bien appréhender. Il y aura des contrôles aux frontières. Ce qui s'ajoutera, c'est qu'il y aura préemption de droits de douane. Mais je pense qu'il faut avoir en tête, on n'est plus du tout dans la même situation de chute brutale, parce que l'accord de retrait nous donne quand même déjà beaucoup, nous assure un certain nombre de protections. Et donc, vous m'interrogiez également, quelqu'un d'autre d'entre vous, est-ce que Boris Johnson voulait, au fond, voilà, monsieur le sénateur Marie, est-ce qu'il y a un accord, est-il désiré? Je ne sais pas s'il est désiré, mais voilà ce qui se passerait. Je tiens juste à noter devant vous que les milieux d'affaires britanniques veulent continuer à avoir accès au marché intérieur de la manière la plus ouverte possible. Dans un cas, 65 millions de consommateurs, dans l'autre cas, c'est 460 millions. Enfin, une entreprise qui est basée au Royaume-Uni, elle a plutôt intérêt à avoir accès toujours à 460 millions de consommateurs plutôt qu'à 165 millions seulement. Et donc, il y a un certain nombre d'acteurs au Royaume-Uni, au-delà potentiellement de certaines, l'Écosse ou ailleurs, mais il y a un certain nombre d'entreprises, qui d'ailleurs viennent nous voir, mais qui, j'espère, vont voir leur gouvernement d'abord en priorité, qui nous disent qu'elles veulent conserver les mêmes règles, parce que c'est pour elles la garantie d'avoir accès à un grand marché. Et donc tout cela, à mes yeux, n'est pas réglé. Sur la gouvernance, je pense que, je vous l'ai dit, vous me dites que ce sera un statut, Madame Haribey, vous me dites que c'est un statut différent, mais c'est un pays tiers. Nous avons des organes de gouvernance avec d'autres pays tiers. Nous en avons un dans le cas du CETA, qui est ensuite plus ou moins, alors certains y voient des limites, mais c'est un organe. Donc il n'y a pas de statut différent, c'est un accord de libre-échange sans rôle pour la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre de l'accord de libre-échange. Et donc d'autres pays ont avec nous des organismes de gouvernance différents. Donc, et le Brexit, c'est le Brexit. À un moment donné, on n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Monsieur le sénateur Lecomte, sur les citoyens, je pense que je comprends bien votre remarque. Je pense qu'on pourra y revenir
sur les détails des éléments de vigilance, mais c'est au cœur pour nous de la capacité à créer de la confiance. Les engagements pris doivent être tenus, et sur les droits des citoyens en particulier. Sur les sujets fiscaux, monsieur le sénateur Delpicchia, financiers et fiscaux. Hier, il s'est passé quelque chose d'important au Conseil ECOFIN. Les îles Caïmans ont été rajoutées à la liste noire des paradis fiscaux de l'Union européenne. Bon, donc ça veut quand même dire que l'Union européenne a des outils et qu'elle peut ne pas laisser faire n'importe quoi. Évidemment, ce qu'on appelle là le dumping fiscal, que ce soit pour les entreprises ou les particuliers, est pour nous un sujet de vigilance. Et Michel Barnier a l'avantage de bien connaître le sujet des services financiers, et c'est un sujet sur lequel j'ai pu échanger déjà avec lui quand je l'ai vu il y a 10 jours, et je pense que voilà, il y a un certain nombre de progrès. Monsieur le sénateur Vaugrenard, dans le cadre des instances multilatérales, évidemment qu'il faut qu'on puisse se coordonner. Et donc, il y a un format qui s'appelle le format E3, qui est le format aux Nations Unies classique, Allemagne, France, Royaume-Uni, que nous allons, je pense, activer, ou en tout cas utiliser de manière sûrement plus fréquente qu'avant, puisqu'avant, nous avions la possibilité de nous coordonner dans les instances de l'Union. Évidemment que sur un certain nombre de sujets, je ne crois pas que les Britanniques vont se désolidariser systématiquement. Et il y a du coup pour notre diplomatie aussi à reprendre un contact de travail bilatéral ou collectif sur des sujets où nous étions effectivement dans le cadre européen jusqu'à maintenant. Sur le risque politique, je tiens ici à être très clair. Nous ne sommes pas dans une logique de punition ou de revanche. Je le dis parce que politiquement, c'est très important de le dire. Maintenant, nous sommes dans une position qui est économiquement rationnelle, à tel point d'ailleurs que la position que nous défendons sur le respect des mêmes règles est la position d'un certain nombre d'entreprises britanniques. Et ce n'est pas un mystère que de le dire. Mais effectivement, ce que je vous ai dit initialement en disant on ne peut pas être un pied dehors et un pied dedans, montre bien que le Brexit doit avoir des conséquences. Le statu quo ne peut pas primer. Parce que si vous avez exactement les mêmes avantages quand vous êtes dehors que quand vous êtes dedans, pourquoi donc accepter les contraintes du monde de dedans? Mais c'est là où j'aimerais vous dire un certain nombre de choses. Les agriculteurs britanniques, il n'y a plus de PAC. Les élus locaux britanniques, il n'y a plus de politique de cohésion, de soutien. Les chercheurs britanniques, si leur gouvernement ne demande pas à participer explicitement au programme de recherche, ils seront tenus hors des programmes Horizon Europe et de coordination. Erasmus, s'il n'est pas demandé explicitement avec une contribution, etc. Donc, il faut quand même avoir en tête qu'il y a une partie politique, mais il y a aussi une partie concrète. Et l'Europe, ce n'est pas de la politique étrangère. L'Europe, ça crée des politiques quotidiennes. Et donc, mon sujet, je n'ai pas de crainte sur le fait que le Brexit amènerait un statu quo ou n'amènerait aucune différence dans la vie des Britanniques. Je pense qu'il va y avoir, quelle que soit la nature de l'accord, beaucoup de différences. Après, notre but n'est pas de les pénaliser, n'est pas de les punir. Mais je pense qu'il faut qu'on reste, nous, de notre côté européen, très ferme sur le fait que nos positions doivent être rationnelles. Et que si nous signons un accord qui ne nous laisse pas de regrets, qu'on en a de capacité à protéger, sans les favoriser, mais à les protéger, à regarder cet équilibre et cette loyauté, cette réciprocité pour nos acteurs économiques. Pour conclure très très rapidement, sénateur Huré, ou sénatrice d'ailleurs, je ne sais plus, sénateur, parce qu'il y avait des sénatrices ensuite, sénateur Huré. Oui, pour le CFP, évidemment. Je vais lire avec intérêt les débats que vous avez eus hier. Mais si l'Europe, le parallèle que vous faites avec les intercommunautés est très intéressant. Le président dit souvent, des compétences, ça va avec des responsabilités et ça va avec des moyens. Il insiste souvent sur le côté responsabilité. Ce n'est pas tout dans la compétence, il faut être capable ensuite de dire que si ce n'est pas bien fait, ça c'est pas bien fait par ceux qui ont voulu la compétence. Mais au niveau européen, je pense qu'effectivement, trop souvent, on veut faire des choses ensemble sans donner les moyens de faire. Je vous le dis très clairement, la position des États frugaux, c'est une Europe au rabais. C'est de dire, voilà, combien on est prêt à mettre sur la table, et à partir de là, comment on se répartit le gâteau. Mais les choses marchent à l'envers. C'est plutôt quels sont les engagements qu'on a pris, parce qu'on pense qu'on ne peut pas faire chacun tout seul assez pour être vraiment souverain, vraiment convergent, vraiment réactif, et dans ce cas-là, mettons-y les moyens. Là où Jean Arthuis, notamment, avait un point important, c'est qu'il dit qu'il faut qu'à la fin, la somme des dépenses publiques ne soit pas double. C'est qu'il ne faut pas qu'on paye deux fois. Parce que si on continue de faire tout comme avant au niveau national, puis en plus on fait tout encore plus au niveau européen, on a un problème. Mais donc c'est pour ça que la bataille sur les ressources propres, sur le fait que le mécanisme d'inclusion de carbone aux frontières peut financer, sur la taxe plastique, sur les GAFA, sur la taxe sur les transactions financières, on a un certain nombre d'outils qu'il faut qu'on mette dans le débat.
à ce stade, il y en a deux qui sont plutôt plus mûrs. C'est la taxe ETS, c'est-à-dire au-dessus d'un certain niveau de prix du CO2, eh bien, ce que ça rapporte va au budget européen pour financer la transition écologique, en particulier. Et puis, ce qu'on appelle la taxe plastique, c'est-à-dire quand on est inondé de plastique par des gens qui nous apportent à l'extérieur et qui ne se soucient absolument pas du coût de recyclage, eh ben, dans les pays où on recycle plus, on paye un peu moins, dans les pays où on recycle moins. Ça me paraît être une contribution intéressante. Donc, on est dans ce travail-là parce qu'effectivement, sinon, on est très décalé, on est incohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on arrive à faire. Madame la sénatrice Garabédian, sur CSG, CRDS, c'est un sujet bilatéral, c'est un sujet qui ne concerne pas l'Union européenne, c'est un sujet sur lequel je vais m'empresser de vous diriger vers à la fois Gérald Darmanin et puis voilà, les instances financières et budgétaires, mais ce n'est pas un sujet qui est dans le mandat européen, c'est un sujet bien français et qui concerne d'ailleurs les citoyens français avant même d'être un sujet bilatéral. Et puis enfin, Madame la sénatrice, oui, je crois que l'unité du Royaume-Uni, je ne peux pas, moi, pour des raisons évidentes, avoir ici une parole politique. Maintenant, j'ai une parole sur l'état de droit. Je pense qu'il est extrêmement important que nous ayons une vigilance mutuelle, collective, sur le fait que la Constitution, dans chacun des pays qui sont nos partenaires, soit pleinement respectée. Ça concerne, vous savez, l'unité constitutionnelle et la politique de l'Espagne, du Royaume-Uni, de tous les pays qui nous entourent. Nous sommes extrêmement attachés à ce qu'on appelle l'état de droit et donc au fait que les choses se fassent en suivant et en respectant pleinement la Constitution. Voilà, vous venez d'assister à l'audition d'Amélie de Montchalin. Nous ne signerons pas le 31 décembre à 23h un mauvais accord sous prétexte qu'il faut signer. Voilà entre autres ce qu'a déclaré la secrétaire d'État aux Affaires européennes. Place maintenant à la négociation autour des futures relations entre Londres et Bruxelles. On sera bien évidemment amené à en reparler sur Public Sénat. En attendant, je vous souhaite une excellente journée sur notre antenne.